Mais restez sur la TFM, Soir d'info se poursuit avec Mamadou Fall. Merci Nata. Merci Nata. Donc Soir d'info pour la deuxième partie. Nous recevons Barka donc qui est un journaliste chroniqueur, un débat qui sera axé sur les questions internationales, notamment donc celle du Mali, avec la libération de Soumaïla Cissé. Soumaïla Cissé, une figure emblématique de l'opposition dans un contexte de gouvernement de transition. Barka, aujourd'hui, comment les négociations ont été faites pour que Soumaïla soit libéré? Ça a été un très très long processus entamé depuis très longtemps. Vous savez, dans ces histoires, dès qu'il y a une prise d'otage, il y a des tractations qui sont menées par les services concernés, les services de renseignement, les gouvernements concernés. Pour le cas de Soumaïla Cissé, effectivement, dès que sa disparition a été constatée, on a commencé à parler d'un processus pour essayer de voir dans quelle mesure on pourrait le libérer. Évidemment, le pouvoir malien a été parfois suspecté, le pouvoir de IBK, de n'avoir pas entamé toutes les démarches nécessaires du fait de la personnalité de Soumaïla, qui posait peut-être quelque part problème. Et c'était un rapt inédit, dans la mesure où c'était la première fois en Afrique, sous nos contrées, qu'on voit un chef de l'opposition être enlevé en pleine campagne. Donc il y avait beaucoup de suspicions d'abord autour de ce rapt. Quels sont les groupes qui l'ont enlevé? Est-ce que l'État malien lui a assuré la protection qu'il fallait? Est-ce qu'il n'y a pas au sein des services de renseignement maliens des gens qui jouaient un double jeu, qui auraient entre guillemets vendu Soumaïla Cissé à d'autres groupes? Il y a eu un tel faisceau de suspicions qui a ajouté à la confusion autour du sort de Soumaïla Cissé. Mais après la chute de IBK, ce qu'on appelle dans le jargon des preuves de vie ont pu être avancées, qui montraient que Soumaïla Cissé était en bonne santé. Et à partir de ce moment, je pense que les nouvelles autorités maliennes ont pu accélérer le processus, au moins pour une double raison. D'abord, pour marquer leur présence au sein de l'appareil d'État, montrer qu'ils savaient être plus diligents que l'ancien régime, mais aussi pour se positionner en partenaire crédible auprès de la communauté internationale. Évidemment, après, ils ont eu des relais et le principal négociateur de cette affaire, c'est un Touareg qui a transité par les mouvements de rébellion, qui n'en est pas à sa première libération réussie. Il s'appelle Ahmada Bibi. C'est un cadre très proche d'un des leaders des groupes djihadistes qu'on appelle Iyad Ali. Et beaucoup de gens pensent qu'il n'est pas le seul, mais il a été le principal négociateur, parce que dans ce genre de négociation, c'est toute une chaîne de responsables militaires, de notables locaux, etc. On fait intervenir toute une chaîne de responsables pour parler aux djihadistes, pour pouvoir les joindre. Et après, il y a des tractations qui font que... Bon, voilà, on ne peut pas entrer dans tous les détails, mais il y a eu un très très long processus qui a abouti à cette issue heureuse. Vous avez suivi certainement Soumaïla Cissé donc, sur les chaînes internationales, notamment France 24. Il dit qu'il est content de retrouver sa famille et que peut-être son rapt a été très difficile pour lui. Mais nous avons l'impression qu'il n'a pas tout dit. Moi, ce qui m'a d'abord frappé, au-delà même des premières paroles de Soumaïla Cissé, c'est son port vestimentaire. Dans ce genre d'événement, il est rare que des choses soient innocentes. On a vu Soumaïla Cissé être habillé presque comme un Touareg. C'est vrai qu'il avait son masque anti-Covid, mais on l'a vu la tête enturbanée comme un Touareg. Moi, je pense qu'il y a un message que Soumaïla veut exprimé, au-delà du fait que peut-être que ce sont ses ravisseurs qui lui ont donné cet habit. Il pouvait se changer, mais le fait de s'habiller en Touareg dans ce contexte précis, Soumaïla étant quelqu'un de très politique et qui avait eu des prises de position extrêmement fermes contre les djihadistes. Pour moi, son habillement n'est pas innocent, son langage, on l'a vu, très modéré, dans une sorte d'esprit de réconciliation. On ne l'a pas vu charger ses ravisseurs, plutôt il a dit qu'il n'a pas été maltraité, qu'il était relativement en bonne compagnie, ils se sont bien occupés de lui, etc. Je pense que Soumaïla Cissé a voulu faire de sa libération
un acte politique, très, très politique, d'abord dans l'expression corporelle, dans le port vestimentaire, mais aussi dans le discours qu'il a délivré, qui est celui d'un rassembleur et quelqu'un qui semble prendre date. Parce que le principal négociateur qui a fait libérer Soumaïla Cissé, Ahmada Bibi, dont je parlais tout à l'heure, c'était aussi un député qui avait rallié IBK, mais ancien cadre de la rébellion, et qui n'était pas en meilleurs termes avec Soumaïla Cissé. Soumaïla Cissé avait fustigé ce qu'il appelait l'opportunisme de ce genre de personnes qui ont un passé de rebelles et après qui reviennent encore réintégrer l'État pour devenir députés dans la mouvance présidentielle. Dieu a fait, ironie de l'histoire, que c'est cet homme dont Soumaïla fustigé le comportement à géométrie variable, peut-être que c'est à cet homme principalement, peut-être qu'il n'est pas le seul, mais principalement qu'il doit sa liberté. Je pense qu'il est en train de poser des actes, d'autant plus qu'il a un horizon, un boulevard qui s'ouvre devant lui. C'était le deuxième à l'élection présidentielle. IBK est sorti très affaibli de cette épreuve. Je ne pense pas qu'il soit dans les dispositions de retourner dans la conquête du pouvoir. Le parti de IBK sort affaibli de la chute du président. Donc, si la transition se passe très bien, je pense que Soumaïla Cissé, sauf surprise, a cette fois-ci de réelles chances de compter. Vous pensez qu'il sera une alternative crédible pour le Mali? Alternative crédible, je ne saurais le dire, parce que beaucoup d'opposants ont prouvé aussi parfois qu'ils ne remplissaient pas toutes les promesses qui étaient placées en eux. Je ne sais pas si Soumaïla y arrivera ou pas cette fois-ci, parce qu'il a toujours été assez proche de remporter la mise, mais toujours coiffé par IBK. Il y a des réalités sociologiques qui ont semblé constituer une sorte de plafond de verre pour Soumaïla. Il y a des gens qui ne voulaient pas voter pour lui du fait de ses origines, etc. Mais dans sa posture de rassembleur et dans le chaos dans lequel baigne le Mali, peut-être même des gens qui étaient réfractaires au fait de donner sa chance à Soumaïla Cissé vont peut-être se dire qu'on a tout tenté, pourquoi ne pas donner cette fois-ci notre chance à Soumaïla, vu son profil, ancien cadre de l'UEMOA, ancien haut fonctionnaire, etc., qui dispose aussi de solides relais dans la sous-région. Il a beaucoup de partenaires. Peut-être que cette fois-ci sera la bonne, mais ça, seuls les Maliens pourront en décider à l'issue de leur transition. Mais Barke, quels sont les enseignements qu'on peut tirer de l'affaire Ismaïla Cissé? Beaucoup de choses. D'abord, la faillite sécuritaire de certains de nos États, parce que l'acte contre Soumaïla Cissé, quand même, c'est un précédent extrêmement grave. Qu'on arrive à enlever le chef d'un principal parti d'opposition et qu'on ne puisse pas le retrouver et que cet homme soit gardé pendant 6 mois dans des conditions que nous ignorons jusqu'à présent, montre la faillite sécuritaire d'un État comme le Mali. On sait aussi qu'à côté, le Burkina ne se porte pas mieux. Voilà 2 États sahéliens dont les chefs d'État n'arrivent presque plus à assurer la principale mission régalienne qui consiste à sécuriser le territoire national. Quand on s'aventure en dehors de Bamako ou qu'on s'aventure en dehors de Ouagadougou, on court le risque de se faire assassiner ou de se faire enlever. Et la principale leçon qu'on peut en tirer, c'est que est-ce que cette libération, que tout le monde salue parce qu'elle a eu un dénouement heureux, mais est-ce qu'elle ne va pas constituer un appel d'air pour encourager les djihadistes à retenter le coup avec d'autres personnalités, d'autant plus que des sources généralement bien informées parlent d'une remise de rançon. Et ça, voilà. Est-ce que tel est le cas? Je ne saurais le dire. Il y a des sources généralement bien informées qui parlent même du montant, qui parlent d'un montant de 10 millions d'euros. Mais vous savez, dans ce genre de situation, c'est bien après que les langues se délient, qu'on a le montant exact, ou est-ce que oui ou non il y a eu transaction. Mais si tel était le cas, ce ne serait pas surprenant, parce que les djihadistes, ce ne sont pas des enfants de cœur. C'est vrai que dans l'échange, ils sont gagnants, parce que beaucoup de djihadistes ont été libérés.
Cela crédibilise ces mouvements-là dans leur capacité à assurer une protection à leurs troupes, à les faire libérer, à imposer un rapport de force aux États. Mais aussi, il y a un aspect pécuniaire qui est incontestable parce que l'objectif principal de ces ravisseurs, de ces djihadistes-là, quand ils enlèvent une personnalité, c'est de se constituer un trésor de guerre. Souvent, les Occidentaux disent qu'ils ne négocient pas avec les djihadistes, mais ça, c'est un langage diplomatique. En coulisses, ils s'arrangent toujours pour trouver quelqu'un qui va payer une rançon. Certains pensent même parce qu'il est libéré en même temps avec une Française. Certains pensent que la France a quand même joué un rôle dans la libération de Soumaïla Cissé. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que la France peut jouer un rôle dans sa libération? Avec la force Barkhane qui est présente ici au Mali et avec les enjeux, nul ne peut penser que la France, même ne serait-ce que dans les coulisses, n'a pas suivi de bout en bout cette affaire de libération d'une de leurs ressortissantes. Chaque fois qu'un citoyen français est enlevé quelque part, aussi bien le Quai d'Orsay que les milliers de renseignements suivent ça de très très près. Et les djihadistes le savent très bien. Les Français ont dû assurer au moins une partie de la logistique et ont dû suivre bout à bout, même s'ils ont mis les Maliens devant pour les laisser donner l'impression que c'est eux qui étaient à la manœuvre en tant qu'État souverain. Mais moi, je pense qu'ils l'ont suivi, d'autant plus que le principal ravisseur, c'est Iyad Ali, qui est un de leurs principaux ennemis, que les forces françaises traquent depuis qu'ils sont dans le Sahel et qu'ils cherchent carrément à neutraliser. Ils ne peuvent pas ne pas avoir été au courant de ces libérations. Ouais, justement, vous l'avez dit, il y a beaucoup de gens qui pensent que cette affaire-là renforce tout simplement Iyad Ghali, parce que non seulement il a pu peut-être récolter des sommes d'argent qui ne sont pas encore confirmées, mais il a réussi quand même à rehausser un tout peu son leadership. Est-ce que c'est bien pour le Mali? Est-ce que c'est bien pour le Mali? C'est une question complexe parce que d'une part, il y a beaucoup de Maliens qui pensent qu'il est temps de dialoguer avec Iyad Ali et Amadou Koufa. Mais principalement Iyad Ali qui est le patron de cette nébuleuse djihadiste qu'ils appellent le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, qui regroupe beaucoup de mouvements islamistes. Même le président Ibeka, avant sa chute, avait levé le tabou en disant clairement qu'il lançait un appel au dialogue à Iyad Ali, qui lui avait répondu favorablement, mais en assortissant cette trêve et ce dialogue-là à une condition presque impossible à satisfaire pour la France, qui consisterait à exiger le départ des troupes de l'opération Barkhane, d'une part, et d'autre part, le départ de l'amunissement. Je pense que vu l'état extrêmement catastrophique dans lequel se trouve le Mali sur le plan sécuritaire, enlever le bouclier Barkhane et munissement offrirait un terrain propice aux djihadistes. Je pense que c'est là où ça bloque. Mais au moins le tabou du dialogue a été franchi. Beaucoup de Maliens sont dans cette disposition-là et même les gens de la société civile et même parmi l'opposition, ceux qui manifestaient contre Ibeka, carrément disent que les troupes françaises sont devenues la principale source de problèmes du Mali et qu'il est temps qu'on dialogue avec les djihadistes pour arrêter le bain de sang. Mais ça, chacun l'apprécie en fonction de sa position. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Soumaïla Cissé quand même peut se refaire une santé politique du moment qu'il était deuxième aux élections passées et avec l'avènement des figures emblématiques comme Imam Dicko et d'autres opposants, peut-être avec un gouvernement de transition de 18 mois. Est-ce que Soumaïla Cissé peut revenir quand même à la tête et peut-être briguer le mandat, le suffrage des Maliens? Modou, il y a un proverbe qui dit tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Le fait d'avoir échappé peut-être à une mort ou bien à la séquestration fait que Soumaïla Cissé devient un autre homme avec les épreuves qu'il a endurées. Je pense que même le capital de sympathie que les gens ont eu pour Soumaïla Cissé a dépassé le cadre du Mali. Il y a eu une sorte d'émotion qui a parcouru toute l'Afrique de l'Ouest et peut-être même au-delà à la nouvelle de sa disparition. Et ce capital sympathie en politique, c'est un atout qui est là. Déjà qu'il avait de bons atouts en tant que chef de l'opposition. Je pense qu'il a été 2 fois à l'élection présidentielle et il a été malheureux. Il n'a pas pu
remporter la mise. Tous ces atouts mis bout à bout, et si Soumaïla arrive à mieux dialoguer avec les nouvelles figures qui se sont révélées comme l'imam Diko, qui lui dit officiellement qu'il n'est pas intéressé par le pouvoir, on ne sait pas s'il y aura une autre figure qui va émerger. Attention, entre 18 mois, c'est à la fois court et long. On ne sait pas si quelqu'un peut sortir du bois et devancer Soumaïla dans les sondages, ça, je ne le sais pas. Mais en tout cas, à l'heure où nous parlons, il semble être très bien placé pour remporter éventuellement une élection présidentielle. Il a les atouts. Nous allons maintenant parler de la Guinée. La situation guinéenne actuellement, à quelques jours de l'élection présidentielle, vous allez nous faire quand même une analyse, commenter un peu cette situation guinéenne. Qu'est-ce qu'on peut quand même attendre ou s'attendre à ce que les élections se passent dans un climat apaisé? Je pense que pas beaucoup de monde malheureusement ne parie sur des élections apaisées en Guinée pour la bonne et simple raison que les choses ne se déroulent pas dans le meilleur des cas possibles. Déjà en amont, on a vu toute cette très forte contestation, cette mobilisation autour du FNDC, dont la principale charpente était l'UFDG et de Cellou Dalein Diallo. D'abord, les acteurs guinéens ne sont pas d'accord sur les règles minimales du jeu politique. Ils ne sont ni d'accord sur le fichier, ni même sur le principe d'une candidature de Alpha Condé. Et c'est un pays qui a connu une violence quasi systémique depuis que le président Alpha Condé est au pouvoir. C'est une répression à basse intensité, mais les organisations de droits de l'homme pointent des dizaines et des dizaines de morts. Chaque fois qu'il y a eu des manifestations, malheureusement, on a comptabilisé des morts. Ce qui veut dire que la classe politique guinéenne fait craindre le pire. Ils ne sont d'accord absolument sur rien. Il y a une montée des tensions. On a vu des discours malheureux être proférés ça et là. Toutes les organisations internationales crédibles ont fait des rapports assez alarmistes sur la situation. Malheureusement, c'est un pays où tout peut se passer. On ne le souhaite pas. Personne ne souhaite que la Guinée bascule dans la violence. Mais malheureusement, ça n'étonnerait aucun observateur que le pays bascule. Tellement c'est un cocktail explosif où tous les ingrédients sont réunis pour préparer les gens au pire, à un scénario du pire, malheureusement. Marc, j'avais posé la question il y a quelques jours à Bawouri. Pensez-vous que ça soit une bonne stratégie pour que l'opposition boycotte les élections et ne part pas en ordre dispersé comme un seul homme pour pouvoir battre Alpha Condé? Est-ce que c'est une bonne stratégie ça? Le boycott, à mon modeste avis, aussi bien en Guinée que partout ailleurs, la politique de la chaise vide a rarement été payante. Ouais. Très très rarement. Je pense que c'est ça qui a conduit quelqu'un comme Cellou Dalein Diallo, malgré la forte opposition d'une partie du FNDC, à vouloir jouer sur les deux tableaux, à affronter Alpha Condé et dans la rue et dans les urnes. Maintenant, est-ce qu'il dispose des moyens de pression nécessaires pour faire partir Alpha Condé? Ça, c'est une autre paire de manches. Et il faudra surveiller aussi de très près l'attitude de l'armée guinéenne tout au long de ce processus. Je pense que c'est une des grosses inconnues de ce scrutin. Et beaucoup de choses dépendront, je pense, de l'attitude de l'armée. Comment analyser l'attitude de Cellou Dalein quand même, qui lance cette phrase à Alpha Condé, quand je gagne l'élection présidentielle, je vais rester en Guinée. Est-ce que c'est pour montrer à Alpha Condé que maintenant il a plus de courage pour l'affronter? Non, je pense que Cellou Dalein Diallo a dû tirer beaucoup de leçons des expériences passées et il cherche à rassurer Alpha Condé. Mais au-delà de Alpha Condé, je pense qu'il cherche à rassurer une certaine communauté en Guinée pour montrer qu'il n'est pas dans une posture revancharde. Parce que malheureusement en Guinée, les politiciens ont tellement divisé le peuple en termes communautaires que beaucoup de gens pensent que si une telle communauté arrive au pouvoir, ce sera une sorte de revanche pour maltraiter les autres communautés, etc. Et je pense qu'il veut donner des gages d'abord à Alpha Condé et aussi rassurer une partie de la communauté qui le soutient.
pensez-vous qu'il a les moyens quand même de battre Alpha Condé lors de ces élections? Sur le plan électoral, tout peut se passer parce que quand même, Cellou Dalein Diallo a fini par démontrer qu'il avait une vraie force politique. Mais entre transformer cette force politique-là en voix dans les urnes et que le scrutin soit transparent, il y a un gros pas. En 2010, Cellou Dalein Diallo était arrivé largement en tête avec près de 42%, Alpha Condé 18%, mais on a vu qu'au deuxième tour, les choses ont complètement basculé. Est-ce que ce scénario peut se reproduire ou pas? Ça, seuls les Guinéens en décideront. Mais ce qui est sûr, c'est que Cellou Dalein Diallo est un homme politique majeur et qui a une vraie force politique derrière lui. En tout cas, merci Barka, merci à Daouda Mine. C'est la fin de cette deuxième partie de Soir d'Info. Rendez-vous peut-être lundi. Inch'Allah, excellente suite de nos programmes sur la TFM.